Mon téléphone a sonné à exactement 2h17 du matin alors que j'étais replié sur une chaise en plastique dure devant la chambre d'hôpital de ma fille, serrant sa petite couverture grise dans mes deux mains comme si c'était la seule chose solide qui restait dans ma vie. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte avant même que je n'ai tendu la main vers le téléphone. J'ai levé la tête si vite que ma nuque a craqué. « Pénélope est stable pour le moment », a-t-elle dit doucement. « Le docteur veut vous parler. »« Stable pour le moment. » 5 mots. C'est tout ce que j'avais. Et d'une manière ou d'une autre, ces 5 mots sont devenus la seule chose qui me maintenait debout pendant que tout le reste dans ma vie se délitait discrètement. Je m'appelle Geneviève. Il y a 8 semaines, ma vie semblait ordinaire. Frustrante, fatigante, mais ordinaire. 2 semaines plus tard, elle ressemblait à un couloir d'hôpital. Et 3 mois après la nuit où mes parents se sont tenus dans leur cuisine et m'ont dit que j'aurais dû mieux m'organiser, elle ressemblait à quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. Pas en sang. Laissez-moi reprendre depuis le début. 6 mois avant que tout cela n'arrive, mon mariage avec Ambroise a pris fin. Ce ne fut pas bruyant. Il n'y a pas eu de grand scandale, pas de dispute hurlante dont les voisins se souviendraient. C'était juste 2 personnes qui étaient lentement devenues des étrangers signant des papiers dans le bureau d'un avocat pendant que notre fille de 8 ans, Pénélope, était assise dans la salle d'attente à colorier un dessin de cheval. Ambroise n'était pas cruel. Il n'était simplement plus là. D'aucune manière qui comptait. Et quelque part dans le processus de démêler 7 ans de vie commune, j'ai perdu plus que des meubles et une adresse partagée. J'ai perdu une version de l'avenir sur laquelle j'avais tranquillement compté depuis le jour où Pénélope est née. Le divorce a englouti presque tout ce que j'avais économisé. Les frais de justice, la caution que j'ai perdue sur notre ancien appartement, le camion de déménagement. Tout cela a dévoré mon compte d'épargne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le chiffre 0 et une version très fatiguée de moi-même. Ambroise a déménagé à 2 états de distance pour un nouveau travail en quelques mois, et bien qu'il appelât encore Pénélope le dimanche, le poids quotidien de son éducation est retombé entièrement sur moi. Je ne lui en voulais pas. J'aimais être sa mère plus que tout ce que j'avais jamais aimé. Je ne m'étais simplement pas attendu à le faire complètement seul, sans matelas financier, et sans plan de secours. N'ayant nulle part où aller, j'ai fait ce que beaucoup de gens font quand leur vie s'effondre. J'ai appelé mes parents. Mon père, Olivier, et ma mère, Mazarine, vivaient dans la maison où mon père avait grandi, une maison qui avait en fait appartenu à sa mère, ma grand-mère Adélaïde, avant son décès 4 ans plus tôt. C'était une grande maison avec un sous-sol aménagé qui avait sa propre salle de bain et une petite kitchenette. Assez de place pour qu'une mère célibataire et sa fille puissent retomber sur leurs pieds. Ils ont dit oui, mais pas gratuitement. 700 € par mois, a dit mon père, en faisant glisser un morceau de papier sur la table comme s'il concluait une affaire au lieu de parler à sa fille. Charge comprise. C'est un bon prix. Ça m'a piqué, mais j'ai payé. Chaque mois, à temps, sans me plaindre, parce que je me disais que c'était temporaire. Je me disais que c'était un pont entre la vie que j'avais perdue et la vie que je construisais. Je travaillais comme coordinatrice marketing pour une entreprise de logistique pendant la journée, et la plupart des soirs et des week-ends, je faisais aussi autre chose. Quelque chose pour lequel mes parents ne m'ont jamais remercié. Depuis près de 3 ans, je tenais discrètement la comptabilité de la quincaillerie de mon père, la quincaillerie Garnier et Fils, même s'il n'y avait jamais eu de fils, juste une fille dont on attendait apparemment qu'elle fasse le travail d'un fils sans demander de salaire. Je faisais la facturation. Je rapprochais les comptes. Je déposais les documents trimestriels auprès de l'État. Je le faisais parce que mon père me l'avait demandé, parce que la famille s'entraide, et parce qu'une petite partie têtue de moi voulait encore qu'il me regarde comme les pères sont censés regarder leurs enfants. Je veux que vous vous souveniez de ce détail. Il aura son importance plus tard. Ma mère avait aussi sa propre façon discrète de compter les points. Toutes les quelques semaines, elle mentionnait, presque nonchalamment, à quel point c'était généreux de leur part de nous laisser rester. Elle en parlait au dîner, devant Pénélope, devant Rosalie, comme si elle avait besoin de témoins pour confirmer sa propre gentillesse. Toutes les familles ne feraient pas ça pour leurs filles, disait-elle en remplissant son verre de vin. J'hochais toujours la tête. Je me disais que la gratitude était un petit prix à payer pour un toit au-dessus de la tête de ma fille, même quand cette gratitude m'était extraite comme un péage. Rosalie, de son côté, n'avait jamais vraiment cessé d'être la favorite. Elle avait 3 ans de moins que moi,
terminait encore un diplôme en commerce qu'elle terminait depuis ce qui semblait être une éternité, et elle passait d'un appartement à l'autre, financée en partie par nos parents et en partie par des petits amis qui ne duraient pas. Chaque fois que l'argent se faisait rare pour elle, il apparaissait tout simplement. Chaque fois que l'argent se faisait rare pour moi, on me rappelait que l'âge adulte signifiait des conséquences. J'ai remarqué la différence. Je n'ai simplement jamais rien dit, parce que dire quelque chose ne semblait jamais rien changer, et j'avais une fille sur laquelle me concentrer. Pénélope et moi nous sommes installés au sous-sol. Ce n'était pas glamour, mais c'était à nous. Elle avait un petit coin lecture près de la fenêtre avec des guirlandes lumineuses, et chaque soir avant de dormir, nous lisions un chapitre du livre dont elle était obsédée ce mois-là. Pendant un temps, les choses ont semblé presque stables. Puis, un mardi au début du printemps, Pénélope s'est effondrée pendant la récréation. J'ai reçu l'appel au travail. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine trouver les clés de ma voiture. Le temps que j'arrive à l'école, les ambulanciers la chargeaient déjà sur une civière. Au début, tout le monde pensait que c'était de la déshydratation. Puis ils ont suspecté une infection. Puis sont venus d'autres tests, d'autres scanners, d'autres médecins utilisant des voix prudentes et mesurées qui me terrifiaient plus que s'ils avaient simplement crié. Nous avons atterri à l'hôpital pour enfants de Ridgeview en ville, et à partir de ce jour, cet hôpital est devenu mon univers entier. J'ai dormi sur des chaises de salle d'attente. J'ai vécu de cafés de distributeurs automatiques et de barres de céréales que j'oubliais de manger. J'ai appris à reconnaître chaque bip et chaque sonnerie provenant des machines autour du lit de ma fille, à savoir lesquelles signifiaient la routine, et lesquelles me faisaient tomber l'estomac dans les talons. La maladie de Pénélope s'est avérée être une complication auto-immune sévère, une de ces conditions que les médecins décrivent en utilisant des mots comme « rare » et « agressive » dans la même phrase. Son système immunitaire s'était retourné contre son propre corps, attaquant des tissus qu'il était censé protéger, et le plan de traitement impliquait un équilibre prudent et épuisant de médicaments qui venaient avec leur propre longue liste de risques. Elle devait rester en observation pendant des semaines, peut-être plus longtemps, selon la façon dont son corps réagissait. Il y a eu une nuit, environ une semaine après notre arrivée, à laquelle je pense encore plus qu'à presque n'importe quel autre moment de toute cette épreuve. La fièvre de Pénélope a grimpé sans avertissement, montant si vite que 3 infirmières se sont précipitées dans la chambre en même temps, et pendant environ 11 minutes, personne ne voulait me regarder directement dans les yeux. Je suis resté plaqué contre le mur, à l'écart, murmurant quelque chose entre une prière et un marché, promettant tout et n'importe quoi à quiconque pouvait écouter si seulement cela la laissait continuer à respirer régulièrement. La fièvre est tombée vers 1 heure du matin. Le médecin m'a dit par la suite, de la manière douce mais honnête que les médecins apprennent pour parler aux parents terrifiés, que nous avions eu de la chance, et que nous devions rester vigilants quant à la possibilité que cela se reproduise. J'ai appelé ma mère cette nuit-là, juste après que ce soit arrivé, encore tremblante, sentant encore le goût de la peur au fond de ma gorge. Elle a décroché à la 4e sonnerie. « Elle est stable », lui ai-je dit. « Mais c'était vraiment effrayant ce soir, maman. »« C'est bien, chérie », a-t-elle dit. Et je pouvais entendre le son de la télévision en fond sonore. « Écoute, nous sommes en plein milieu de quelque chose. Je peux te rappeler demain. » Elle n'a jamais rappelé. Je me suis dit qu'elle était occupée. Je me suis dit beaucoup de choses ce printemps-là qui se sont avérées ne pas être vraies. Quelque part au milieu de tout cela, entre les papiers d'assurance, le congé sans solde, les coûts des ordonnances, les frais de parking qui s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les suivre, et passer chaque heure éveillé au chevet de ma fille, j'ai manqué un paiement de loyer. Un seul paiement. 9 jours de retard. Le 10e jour, j'ai finalement eu 1 heure de libre, alors je suis allé à la maison pour prendre quelques affaires que Pénélope avait demandées. Son lapin en peluche, son pyjama préféré avec les petits renards dessus, l'album photo qu'elle aimait feuilleter quand elle avait peur. Celui avec les photos de son premier anniversaire, et le voyage à la plage que nous avions fait l'été avant le divorce. Je suis arrivé à la porte du sous-sol et ma clé ne tournait pas. J'ai réessayé. Rien. Mon cœur s'est mis à battre la chamade avant même que mon cerveau ne comprenne ce qui se passait. Je suis monté à l'étage et je suis entré par l'entrée principale. Ma mère se tenait dans la cuisine, coupant une pomme avec le genre de calme que l'on attend de quelqu'un qui fait des mots croisés. Mon père était assis à table, les mains jointes devant lui comme s'il attendait le début d'une réunion. Et ma sœur cadette, Rosalie, était adossée au comptoir, portant un pull que j'ai immédiatement reconnu car c'était le mien. J'ai regardé les trois.
Où sont nos affaires? Ma mère n'a même pas levé les yeux. Nous avons vidé le sous-sol. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Quoi? Mon père a soupiré comme si j'étais la personne déraisonnable dans la pièce. Tu étais en retard pour le paiement, Geneviève. J'étais à l'hôpital, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Pénélope est en soins intensifs. Rosalie a haussé les épaules, sans même prendre la peine d'avoir l'air coupable. Mon bail d'appartement a pris fin. J'avais besoin d'un endroit où rester. La chambre était juste là, inutilisée. Je l'ai dévisagée. Où sont les vêtements de Pénélope? Personne n'a répondu. Ses jouets? Silence. Ses diplômes de l'école? Ceux dont elle était si fière? Ma mère a posé les tranches de pommes sur une assiette avec la même précision qu'elle utilisait probablement pour arranger des fleurs. Nous avons vendu ce que nous pouvions, a-t-elle dit, comme si elle lisait une liste de courses. Le reste est parti en don. Le camion est déjà parti ce matin, donc il n'y a plus rien à trier. Cette phrase a atterri plus durement que presque tout ce que les médecins m'avaient dit au cours des 3 dernières semaines. Ma fille réclame son lapin en peluche, ai-je dit. Elle le demande tous les soirs. Mon père s'est penché en arrière dans sa chaise, imperturbable. Peut-être que cela t'apprendra à mieux gérer tes responsabilités. J'ai regardé ma mère, attendant quelque chose. Une lueur de culpabilité. Un seul moment d'hésitation. Au lieu de cela, elle s'est essuyé les mains sur un torchon et a dit, presque après coup, tu peux toujours utiliser la salle de bain au bout du couloir si tu as besoin de te rafraîchir avant de repartir. Comme si j'étais passé pour une visite. Comme si je ne venais pas de découvrir que toute l'enfance de ma fille avait été vendue en un après-midi pendant que j'étais assise au chevet d'un lit d'hôpital, priant pour qu'elle survive à la semaine. Rosalie a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise, changeant de poids contre le comptoir, tirant sur la manche de mon cardigan comme si elle venait de se souvenir de quel placard il provenait. Mais elle n'a rien dit non plus. Personne n'a rien dit. 3 personnes que j'avais passé toute ma vie à essayer de rendre fières, et dans la plus grande crise de ma vie, toutes les 3 ont trouvé plus facile de parler de loyer que de leur petite fille, leur nièce, qui se battait pour sa vie à 15 minutes de là. Quelque chose s'est éteint en moi à ce moment-là. Pas fort, pas dramatique, juste silencieux, comme un interrupteur que l'on bascule sur arrêt quelque part au fond de ma poitrine. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je ne les ai pas suppliés de reconsidérer ou ne leur ai pas rappelé que j'avais passé 3 ans à tenir gratuitement les comptes de leur entreprise, ou que je n'avais jamais été en retard avant cela. Ou que leur petite fille était allongée dans un lit d'hôpital se battant pour sa vie pendant qu'il triait ses affaires comme pour un vide-grenier. Je me suis simplement retourné et je suis parti. Je suis retourné à l'hôpital, je me suis assise sur la chaise à côté du lit de Pénélope, et je l'ai regardé dormir sous un enchevêtrement de fils de moniteur. Et vers minuit, une fois que le couloir est devenu silencieux, et que le seul son qui restait était le rythme doux de son moniteur cardiaque, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas pour pleurer dans une barre de recherche, pas pour me défouler sur les réseaux sociaux, je l'ai ouvert parce que pendant 3 ans, c'était moi qui avais géré les dossiers commerciaux de mon père. Et quelque part au fond de mon esprit, un souvenir avait commencé à tapoter à la fenêtre, demandant à entrer. Environ 1 an plus tôt, en aidant à régler des papiers après le décès de ma grand-mère Adélaïde, j'étais tombé sur les documents de la fiducie pour la maison, la même maison où vivaient mes parents, la même maison dont on venait de me barrer l'accès. Je me souvenais d'une clause spécifique, à laquelle je n'avais pas beaucoup pensé à l'époque car elle semblait presque sentimentale, le genre de choses qu'une grand-mère ajoute parce qu'elle ne fait pas entièrement confiance à son propre fils. Grand-mère Adélaïde avait intégré une protection très particulière dans cette fiducie avant de mourir. Elle avait vu mon père devenir plus froid au fil des ans, plus transactionnel, plus préoccupé par les chiffres que par les gens, et elle voulait s'assurer que la maison dans laquelle elle l'avait élevé ne pourrait jamais être utilisée pour refouler la famille en cas de crise authentique. La fiducie stipulait, en langage juridique clair, qu'il était interdit aux fiduciaires d'expulser un bénéficiaire familial direct pendant une urgence médicale documentée sans l'approbation écrite du protecteur de la fiducie. Un avocat de la famille nommé Maître Caron, qui avait été l'ami le plus proche de ma grand-mère pendant près de 40 ans, et qui était spécifiquement nommé pour approuver exactement ce genre de décision. Si le fiduciaire, mon père, était jugé en violation, la fiducie permettait la réattribution de la gestion de la fiducie aux bénéficiaires qualifiés suivants nommés dans les documents. Moi. Je n'avais pas pensé à cette clause depuis plus d'1 an.
Je n'avais certainement pas prévu de l'utiliser comme une sorte d'arme. Mais assise là, sur cette chaise d'hôpital, tenant la main de ma fille pendant qu'elle dormait malgré une fièvre qui me terrifiait chaque fois que je regardais le chiffre sur le moniteur, j'ai réalisé quelque chose de simple et d'indéniable. Mon père n'avait pas seulement été méchant. Il avait enfreint une condition juridiquement contraignante que sa propre mère avait mise en place spécifiquement pour protéger des gens comme Pénélope et moi. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas confronté. J'ai fait ce que j'avais appris à faire pendant 3 ans en gérant ces papiers. J'ai tout documenté. J'ai sauvegardé les dossiers d'admission de Pénélope à l'hôpital, horodatés et officiels. J'ai sauvegardé la preuve de l'expulsion de nos affaires, que ma mère, il s'est avéré, avait documenté elle-même dans un texto de groupe à ma tante, avec des photos de nos affaires en train d'être chargées dans un camion de dons, légendé par quelque chose comme « enfin récupérer le sous-sol ». J'ai sauvegardé le message vocal que mon père a laissé 2 jours après nous avoir mis à la porte, celui où il mentionnait nonchalamment avoir besoin du sous-sol pour du rangement. J'ai compilé tout cela dans un seul courriel, calme et factuel, adressé à Maître Caron. Puis j'ai continué à faire ce que j'avais toujours fait. Je suis allé au travail. J'ai rendu visite à Pénélope tous les jours. Je lui ai lu un chapitre chaque soir, même quand elle était trop fatiguée pour garder les yeux ouverts, et je lisais doucement au son de sa respiration. 3 semaines plus tard, Maître Caron m'a appelé. Il était prudent au téléphone, mesuré d'une manière qui me disait qu'il avait déjà fait ce genre d'appel. Il ne pouvait promettre aucun résultat, a-t-il dit, seulement que la fiducie serait appliquée selon ses termes, quoi que cela finisse par signifier pour l'une ou l'autre des parties. Il était minutieux. Il était aussi, il s'est avéré, un homme qui prenait très au sérieux les dernières volontés de sa vieille amie. Il a demandé des copies de la documentation de l'hôpital, a examiné le langage de la fiducie ligne par ligne, et s'est rendu personnellement à la maison pour parler à mes parents. Selon ce qu'il m'a dit plus tard, mon père a tenté de faire valoir qu'un paiement de loyer en retard justifiait l'expulsion. Maître Caron l'aurait informé, assez clairement, qu'une difficulté médicale temporaire était exactement le scénario que la clause visait à protéger. Et que vendre et donner les affaires d'une petite fille pendant cette épreuve rendait la violation considérablement plus difficile à justifier. Pendant que l'examen était en cours, autre chose a été mis en lumière. En examinant les exigences de surveillance financière de la fiducie, Maître Caron a demandé la documentation standard de l'entreprise associée à la propriété, la quincaillerie de mon père, qui opérait techniquement depuis un petit bureau attenant à la maison. Et était incluse dans l'examen des actifs de la succession. C'est là que mes 3 années de comptabilité sont devenues pertinentes d'une manière que je n'avais jamais anticipée. J'avais toujours tenu les comptes exactement comme on me l'avait demandé, mais j'avais également, par habitude et à cause d'un malaise lancinant que je ne m'étais jamais vraiment permis d'examiner, conservé mes propres fichiers de sauvegarde séparés. Lorsque le bureau de Maître Caron a demandé les registres financiers standards dans le cadre de l'examen de conformité de routine de la fiducie, j'ai fourni les miens, exacts, complets et non modifiés. L'audit ne cherchait pas de fraude fiscale. Il vérifiait simplement que l'entreprise liée à la succession était gérée selon les termes de la fiducie. Les divergences ont simplement fait surface en cours de route. Elles ne correspondaient pas aux déclarations fiscales soumises par mon père. Pendant des années, des transactions en espèces au magasin avaient été enregistrées dans mes livres, mais jamais déclarées à l'État. Ce n'était pas moi qui avais modifié les déclarations après les avoir envoyées. Je l'ai découvert plus tard. Mais, j'avais été sans le savoir celle qui gardait la seule trace écrite précise qui le prouvait. Apparemment, mon père avait tranquillement ajusté les chiffres finaux lui-même avant de les soumettre, reniant les revenus déclarés ici et là, assez peu chaque année pour que cela n'attire jamais l'attention. Mais cumulé sur 3 ans, la divergence était loin d'être petite. Lorsque la division commerciale de l'État a pris contact pour programmer une enquête formelle, mon père a essayé une autre approche. Il m'a appelé directement, sa voix plus tendue que je ne l'avais jamais entendue, et m'a demandé si je pouvais simplement confirmer que les registres que j'avais tenus contenaient des erreurs, que j'aurais pu mal compter. Que peut-être tout cela n'était qu'un malentendu entre un père et sa fille trop soucieuse du détail. J'ai tenu des comptes exacts, papa, lui ai-je dit. C'est la seule chose que j'ai toujours faite correctement pour toi. Il a raccroché sans dire au revoir. Je veux être clair sur quelque chose. Je n'ai pas cherché à exposer les affaires de mon père. Je n'essayais de ruiner personne. J'ai ouvert cet ordinateur portable parce que ma fille avait besoin de son lapin en peluche, et que ses parents l'avaient vendu au lieu de faire 15 minutes de route pour le lui donner.
Tout ce qui a suivi n'était que la vérité rattrapant des gens qui avaient passé des années à supposer que personne ne prêtait une attention suffisante pour le remarquer. Environ 6 semaines après le début de l'examen, quelque chose a changé. Ma mère a recommencé à m'envoyer des textos, des messages courts et prudents qui n'avaient rien à voir avec des sous-sols à louer. Je pense à toi et à Pénélope. Dis-nous si tu as besoin de quelque chose. J'ai failli éclater de rire en lisant cette dernière phrase, assise sur la même chaise d'hôpital où j'étais assise depuis plus d'un mois, me demandant où était cette offre quand j'avais réellement besoin de quelque chose. Puis, un dimanche après-midi, mon père s'est présenté à l'hôpital. Je ne lui avais pas dit à quel étage se trouvait Pénélope, ce qui signifiait qu'il avait demandé à l'accueil, ce qui signifiait que ce n'était pas une visite spontanée. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un petit sac cadeau, paraissant plus petit que dans mes souvenirs. J'ai entendu dire qu'il y avait une sorte d'examen en cours, a-t-il dit, en omettant toute salutation. Avec la maison? Avec Caron? C'est exact, ai-je dit. Ta grand-mère n'aurait pas voulu que cela se transforme en un bazar juridique, Geneviève. La famille ne devrait pas se faire ça. J'ai pensé au sous-sol. J'ai pensé au texto de groupe avec le camion de dons. J'ai pensé aux 11 minutes passées contre un mur d'hôpital pendant que personne ne me rappelait. Tu as raison, ai-je dit doucement. La famille ne devrait pas se faire ça. Il n'a pas eu de réponse à cela. Il a posé le sac cadeau sur une chaise, une peluche, une différente, même pas le bon type de lapin, et est parti sans dire grand-chose d'autre. Je ne l'ai jamais ouvert. L'examen de la fiducie s'est terminé presque exactement 3 mois après la nuit où je me suis tenu dans cette cuisine, après des semaines d'examen juridique, de demande de documents et de 2 audiences distinctes devant l'arbitre externe de la fiducie. Maître Caron a déterminé que mon père avait matériellement violé la clause de refuge, et selon les termes que grand-mère Adélaïde avait elle-même écrits, la gestion de la propriété m'a été transférée en tant que bénéficiaire nommée suivante. Mes parents ont reçu un avis formel. Ils avaient 90 jours pour quitter la résidence principale, ce qui coïncidait presque exactement avec la résolution d'une affaire distincte, l'enquête de l'État sur les déclarations fiscales de la quincaillerie, provoquée par les divergences découvertes lors du même examen financier. Je n'ai personnellement livré aucune de ces nouvelles. Je n'en ai pas eu besoin. Maître Caron s'en est occupé comme il s'occupait de tout, discrètement, professionnellement, et avec des documents qui ne laissaient aucune place à la négociation. Rosalie m'a appelé la semaine où l'avis a été envoyé. C'était la première fois qu'elle me contactait directement depuis le jour dans la cuisine. Tu pourrais arrêter ça, tu sais, a-t-elle dit. Sa voix était tranchante, empreinte de ce sentiment de droit que j'avais passé 30 ans à apprendre à reconnaître. C'est toi qui as le pouvoir maintenant. Tu pourrais simplement laisser tomber. J'aurais pu, ai-je convenu, il y a environ 3 mois, avant que tu n'aides à charger nos affaires dans un camion de dons et que tu ne mettes mon cardigan comme s'il était déjà à toi. Ce n'est pas juste, Jen. Non, ai-je dit, ça ne l'était pas. Elle n'a rien eu à répondre à cela. Et après un moment de silence qui s'était tiré trop longtemps pour être confortable, elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé non plus. Certaines relations ne se terminent pas par une dispute. Elles se terminent par un déclic très silencieux, et vous réalisez, presque avec soulagement, que vous avez le droit de les laisser terminer. Ma mère a essayé une approche différente. Elle a envoyé un long courriel, le genre avec trop de points d'exclamation et pas assez d'honnêteté, expliquant qu'elle avait toujours su que la règle du sous-sol était sévère, qu'elle n'avait jamais vraiment été d'accord avec la façon dont mon père gérait les choses. Qu'elle espérait que nous pourrions surmonter cela en famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai pensé aux tranches de pommes, si soigneusement disposées sur cette assiette pendant qu'elle me disait que nos affaires avaient été vendues, et j'ai compris quelque chose que j'aurais probablement dû comprendre des années plus tôt. Ma mère n'avait jamais été en désaccord avec quoi que ce soit que mon père ait fait. Elle avait simplement attendu de voir quel camp l'emporterait avant de décider lequel elle avait toujours secrètement soutenu. Je n'ai pas répondu au courriel. Certains messages n'ont pas besoin de réponse. Ils ont juste besoin d'être lus, classés et laissés exactement là où ils ont atterri. Pénélope a pu sortir de l'hôpital 11 jours après le début de notre conversation avec Maître Caron. Par un après-midi ensoleillé qui semblait presque injuste par son apparence ordinaire, comme si le ciel n'avait pas compris tout ce que nous avions survécu pour en arriver là. Les médecins ont fait leur dernière vérification, ont ajusté son programme de médicaments pour la maison, et m'ont remis un dossier épais d'instructions que j'ai lu tellement de fois cette semaine-là que les pages ont commencé à s'adoucir au coin.
Je nous avais trouvé un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, rien d'extraordinaire, mais il était bien lumineux le matin et avait un propriétaire qui répondait réellement à son téléphone quand j'appelais. J'ai signé le bail avec de l'argent que j'avais discrètement économisé en vendant quelques-unes de mes propres affaires, des choses dont je n'avais plus besoin, et je me suis promis, debout dans cet appartement vide avant que nous n'y ayons emménagé une seule boîte, que Pénélope ne vivrait plus jamais dans un endroit où sa sécurité dépendait de l'humeur de quelqu'un d'autre. Le premier soir dans le nouvel appartement, Pénélope a demandé si nous pouvions lire son livre, la même tradition que nous avions maintenue même sur des chaises d'hôpital et dans des salles d'attente. Je me suis assise au bord de son nouveau lit, dans sa nouvelle chambre, avec Clémentine le lapin niché sous un bras, et j'ai lu le chapitre lentement, comme nous le faisions toujours. Au milieu de la lecture, elle a levé les yeux vers moi. « On reste ici pour de bon, maman ?» « Oui, lui ai-je dit, pour de bon. » Elle a hoché la tête comme si cela réglait quelque chose d'important, et en quelques minutes, elle dormait, respirant de manière stable et régulière d'une façon qui, encore aujourd'hui, me serre le cœur de gratitude chaque fois que je le remarque. Le jour où je suis retourné dans cette maison, ce n'était pas pour jubiler. C'était parce que, en tant que nouvelle fiduciaire, je devais faire le tour de la propriété avec Maître Caron pour documenter officiellement son état. Pénélope est venue avec moi. Elle se remettait encore, était encore plus souvent fatiguée qu'une enfant de 8 ans en bonne santé ne devrait l'être, mais elle était à la maison. Elle était en sécurité, et elle tenait un tout nouveau lapin en peluche que je lui avais acheté la semaine de sa sortie de l'hôpital, un lapin qu'elle avait déjà nommé Clémentine. Mes parents étaient dans l'allée quand nous sommes arrivés, un camion de déménagement garé derrière eux, à moitié chargé. Leurs visages se sont décomposés dès qu'ils nous ont vus sortir de la voiture. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée, comme si elle ne trouvait pas un seul mot qui pourrait donner un sens à tout cela. Mon père est resté là, sa tasse de café toujours à la main par habitude, fixant Pénélope comme s'il voyait un fantôme au lieu de sa propre petite fille. Rosalie est sortie du garage en portant une boîte, nous a vus, et s'est arrêtée net. Je n'ai rien dit de cruel. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement demandé à Maître Caron si nous pouvions commencer la visite, et mes parents se sont écartés sans un mot, parce que pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, ils n'avaient plus un seul argument à faire valoir. Mon père, un homme qui n'avait jamais été à court d'opinion de toute ma vie, se tenait silencieusement dans sa propre allée avec rien d'autre à offrir qu'une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps dans sa main. Pénélope a serré ma main alors que nous passions devant eux pour monter sur le porche. Elle ne comprenait pas entièrement tout ce qui s'était passé. Elle savait juste que nous étions dans un endroit sûr maintenant, un endroit d'où personne ne pourrait plus nous enfermer dehors. À l'intérieur, la maison paraissait étrange avec la moitié de ses meubles déjà partis, des boîtes empilées dans les coins, les murs nus là où des photographies étaient autrefois accrochées. Maître Caron a traversé chaque pièce avec un presse-papier, notant l'état de la propriété, me posant de temps en temps des questions calmes et pratiques sur ce que je prévoyais de faire de l'espace. Je n'avais pas encore totalement décidé. Une partie de moi voulait la vendre et utiliser les bénéfices pour enfin construire quelque chose de stable pour Pénélope et moi, un endroit sans loyer de sous-sol et sans porte verrouillée. Une partie de moi voulait la garder, ne serait-ce que parce que c'était le seul endroit où ma grand-mère m'avait jamais fait sentir que je comptais sans condition. Pénélope s'est promenée dans la cuisine pendant que les adultes parlaient, et je l'ai regardé passer sa petite main sur le comptoir où, 3 mois plus tôt, ma mère avait tranché une pomme et m'avait dit qu'ils avaient vendu les affaires de ma fille sans la moindre hésitation. Pénélope ne connaissait pas cette histoire. J'espère qu'elle ne la connaîtra jamais, pas vraiment, pas d'une manière qui la blesserait comme cela m'avait blessé. Certaines vérités sont plus lourdes qu'une enfant de 8 ans n'a besoin de porter. Avant de partir, mon père a finalement parlé. Sa voix est sortie plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Il n'y avait plus aucune trace de la certitude de ce matin dans la cuisine. « Geneviève, a-t-il dit, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» J'ai réfléchi à cette question pendant un long moment, debout dans la maison qui m'avait autrefois dit, si clairement, à quel point je comptais peu quand il était inopportun de se soucier de moi. J'ai pensé aux 11 minutes contre ce mur d'hôpital, au texto de groupe avec le camion de dons, à la manière calme dont ma mère s'était essuyé les mains sur un torchon comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. « Vous avez déjà fait tout ce que vous alliez faire, ai-je dit. Ceci est simplement ce qui se passe après. » Je ne l'ai pas dit avec colère. Je n'en avais plus besoin. Je l'ai dit comme on énoncerait un fait sur la météo, quelque chose de vrai, d'établi, et que personne ne pouvait contester. Aujourd'hui, Pénélope va bien.
Son dernier bilan a placé sa maladie en rémission stable, et ses médecins sont prudemment optimistes sur le fait qu'avec un suivi continu, elle pourra vivre une enfance pleine et normale à partir de maintenant. Elle a commencé une nouvelle école cet automne, s'est fait 2 meilleurs amis dès la première semaine, et a développé un intérêt passionné et légèrement chaotique pour l'astronomie qui a abouti à des étoiles phosphorescentes couvrant presque chaque centimètre du plafond de sa chambre. J'ai fini par garder la maison. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'un endroit que ma grand-mère avait spécifiquement protégé pour la famille en crise ne devait pas être vendu à des étrangers au moment où il avait enfin servi son but. Je l'ai fait repeindre, j'ai remplacé la porte du sous-sol par une qui se verrouille correctement de l'intérieur cette fois, et j'ai transformé l'espace aménagé en bas en une suite d'invités. Pas pour mes parents. Pour toute autre personne de notre famille élargie qui pourrait un jour avoir besoin d'un refuge sans que sa gratitude soit conditionnée. Je n'ai plus beaucoup de nouvelles de mon père. L'État a clos son enquête sur la quincaillerie par un accord qui lui a coûté plus que de l'argent. Il lui a coûté l'entreprise elle-même, qu'il a finalement dû vendre pour couvrir ce qu'il devait. Ma mère envoie une carte pour les fêtes. Polie et soigneusement formulée. Le genre de correspondance que l'on attendrait entre de lointaines connaissances plutôt qu'entre une mère et sa fille. Rosalie et moi ne nous sommes pas parlé depuis cet appel téléphonique. Je pense parfois à la contacter, et puis je pense au cardigan, et au camion de dons, et je laisse l'idée passer. Je pense parfois à cette nuit dans la cuisine. Les tranches de pommes. La cruauté désinvolte. Peut-être que cela t'apprendra à mieux t'organiser. Je me demandais autrefois ce que ça ferait d'avoir enfin le dernier mot. Il s'avère que le dernier mot n'a jamais été quelque chose que j'ai eu besoin de dire à voix haute. C'était quelque chose qui avait été discrètement écrit des années avant même que j'en ai besoin, par une grand-mère qui comprenait exactement qui était son fils, et qui aimait sa petite fille assez pour la protéger de lui-même après son départ. Alors, voici ce que je ne cesse de me demander, et peut-être que vous pouvez m'aider à y répondre. Si vous aviez passé des années à faire discrètement ce qu'il fallait pour des gens qui n'ont jamais fait de même pour vous, et que la vérité les avait finalement rattrapés d'elle-même, vous seriez-vous senti différemment de moi dans cette allée ?